Eh bien, bonjour tout le monde, bonjour Romain, bonjour Alexis, on se retrouve dans un nouvel épisode du Petit Plateau. Vous allez bien? Ça va, ça va. Très Ok. bien. J'espère que vous êtes en forme. En fait, on ne fait pas très souvent des débriefs, ou alors on fait des petites vidéos. Là, on avait envie de faire un numéro un peu spécifique, ou devrais-je dire même, j'avais envie de faire un numéro très spécifique parce que on n'a pas beaucoup parlé Vuelta entre nous, même en off, et moi j'avais envie de vous entendre sur différents sujets. Alors fatalement, on en entend parler un peu et on le lit beaucoup, que ce soit Jumbo, que ce soit Remco, enfin, il y a plein de choses à dire sur cette Vuelta. Donc voilà, je voulais qu'on discute un petit peu de tout ça. Et ben pour commencer, première simple question en deux, trois mots. Vous avez aimé cette Vuelta? Moi, je vais essayer de résumer. Pour ce qui est du classement général, j'ai beaucoup aimé la première partie où, tu vois, les rivaux et le niveau était assez homogène. Voilà, à ce moment-là, on parlait de Vingegaard, Roglic, Ayuso, Mas et on parlait encore de Remco. Il y avait du suspense, on savait pas trop vers où on allait, c'était assez excitant. Puis la deuxième partie, voilà, tout a évolué. Il y a des choses que j'ai aimées et d'autres que j'ai pas aimées, mais ça, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler dans tes prochaines questions. Je suis sûr que tu as été assez complet dans tes questions. Maintenant pour ce qui est des baroudeurs et des sprinteurs, je dois avouer que, pour des raisons privées et professionnelles, j'ai pu regarder que les dénouements de cette étape-là, qui en soi m'ont plu parce qu'elles ont offert quand même des scénarios assez diversifiés et quelques belles surprises, notamment la victoire de Soupe, par exemple. Donc à ce niveau-là, oui, j'ai aimé et sinon mitigé sur la Vuelta. Ok. Toi, Romain? Eh ben, moi, j'ai bien aimé cette Vuelta. Premièrement, parce que je suis belge et quand on est belge, on ne peut pas, ne pas avoir apprécié, au moins en partie cette Vuelta. Je sais que Remco n'a pas gagné, et n'était même pas sur le podium, du classement général final. Mais enfin, si je prends vraiment le bilan belge en général, c'est comme 3 victoires d'étape, c'est une flopée d'accessites, c'est un maillot distinctif, c'est de très belles prestations individuelles. Et puis on avait quand même vu 4 équipes belges au début de la Vuelta et chacune a remporté son étape, y compris l'auto, qui évolue en pro team. Donc voilà, je trouve que quand on est belge, c'est vrai que c'est difficile de faire abstraction de tout ça. Et puis, bah, contrairement justement peut-être à Alexis, j'ai bien aimé cette seconde partie, et on va bien évidemment reparler de Jumbo, abondamment dans cette émission, c'est évident. Mais d'ailleurs, je tiens déjà à dire, ce triplé historique ne me plaît pas. Je ne fais pas partie de ces gens qui aiment ce triplé. Mais enfin, il faut le reconnaître, pendant 10 jours, en fait, une fois que Remco, a explosé sur les rampes de Lobitz, pendant 10 jours, on n'a fait plus que ça. On n'a parlé que de Jumbo et on a autant parlé finalement de l'aspect sportif que de l'aspect extrasportif et ce qu'on a appelé sur, le Twitter, cycliste francophone, le jumbo drama, ça nous a tenu en haleine, je trouve. Et c'était très intéressant de voir un petit peu tout ce qui s'est passé avec, ce niveau, presque anormal de Kuss, avec, des mouvements de course, très bizarres de Vingegaard et des déclarations incendiaires de Roglic. Donc il y a eu, certains vont dire une farce pour Jumbo. En tout cas, il y a un petit théâtre là qui s'est joué devant nos yeux qui était particulièrement, drôle, intéressant, malgré tout à suivre. C'est comique parce que ça a un peu fini de me dégoûter, moi, tout ça, Ah! justement. J'ai regardé, pour être honnête, jusqu'à l'Angliru, en espérant qu'il allait se passer quelque chose chez les Jumbo, effectivement, hein. C'était déjà de toute façon plus qu'eux qui étaient en course. Et puis après l'Angliru, bah, pour vous dire vrai, j'ai plus regardé grand-chose. J'ai regardé des bouts par-ci, par-là, mais ouais, ça a vraiment fini de me dégoûter. Alors, est-ce qu'il y avait un vrai cinéma, pas un vrai cinéma? Bon voilà, en tout cas, j'ai pas été convaincu par tout ça et puis il y a une domination qui est pas agréable quoi qu'il arrive, sans ici, insinuer quoi que ce soit, hein. Une domination comme ça, bah, finalement, c'est pas génial et puis pas de suspense. Alors vous me direz, il y a pas besoin d'un triplé pour qu'il y ait pas de suspense, hein. Au Tour de France, quand Vingegaard il a fait le chrono, il y a plus de suspense. Enfin, allez, on va encore laisser juste un jour après, il y a plus de suspense non plus. Mais bon, voilà, ici, ça n'aidait pas spécialement. Mais avant de parler de Jumbo dans son ensemble, à tout seigneur, tout honneur, on va quand même rendre hommage à Sepkus. C'est quand même lui qui est le vainqueur, donc on va peut-être parler d'abord que de Sepkus, Mmh. sans aller plus loin sur Jumbo. Qu'est-ce que vous en pensez finalement de cette victoire? Alors j'ai deux questions en une. Euh, Sepkus, est-ce que ça vous semble, est-ce que ça vous semblait probable? Enfin, pas probable, est-ce que ça semblait possible? Probable, non. Est-ce que ça vous semblait possible? 2, on a quand même l'impression que c'est un cadeau. Alors attention, un cadeau,
au pire du pire, c'était le 3e homme, hein, quand même. Faut pas non plus dire c'est un cadeau, Mmh. tout le monde lui a offert, mais on a quand même l'impression que c'est un peu un cadeau de la Jumbo. Est-ce que ça vous plaît ce genre de choses? Bah, c'est un équipier modèle, est-ce qu'il le méritait? Est-ce qu'il le méritait pas question de mériter, mais est-ce que le meilleur aurait dû gagner? Je sais pas, ce que vous ressentez là-dessus? Bah, je pense qu'on aura un avis légèrement différent avec Romain. Bon, déjà, est-ce que c'était probable? Non, même si, Kuss, a déjà voilà, son potentiel a déjà été envisagé, plusieurs fois par le passé. Mais bon, ça, on en reparlera sur, voilà, sur la question de Jumbo dans son ensemble. Donc probable non, maintenant cadeau, si c'est un cadeau, c'est en tout cas ce que la com Jumbo essaye de nous faire croire. Si c'est un cadeau, je suis pas fan parce que je préfère qu'un grand tour soit gagné à la pédale. Maintenant, je suis pas non plus certain qu'on puisse appeler ça un cadeau parce que, alors oui, il reprend du temps, en échappée, mais à partir de ce moment-là, il est dans le débat du maillot rouge et par rapport aux concurrents de la Jumbo, il perd rien. Ah oui, oui, Il ça on perd est bien rien. d'accord. Donc, je veux dire, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça un cadeau à partir du moment où c'est lui le leader, il est en rouge, ses équipiers ont pas forcément à l'attaquer et quand bien même ses équipiers l'attaquent, Vingegaard, il lui reprend plein de temps parce que, il l'attaque et que Kuss bouge pas parce que c'est le jeu d'équipe. Mais si Kuss essaye de suivre Vingegaard, je suis pas certain que Vingegaard lui reprend autant de temps parce qu'il avait l'air tellement facile Kuss qu'au final, mais est-ce Mmh. qu'à la pédale, il aurait pas pu gagner, cette Vuelta sans cadeau? Moi, je pense que si. Alors sans l'échapper, non, hein, évidemment, mais à partir du moment où il est en rouge, je suis pas sûr qu'il craque. S'il essaye de suivre et puis c'est assez normal que des équipiers, tant Vingegaard et Roglic soient-ils, s'ils sont pas en rouge et que leur équipier est en rouge, c'est assez normal qu'ils protègent ce maillot comme Froome a protégé celui de Wiggins, par exemple, par le passé. Donc voilà, moi je préfère qu'on appelle pas ça un cadeau parce que oui, il le mérite, mais pour, les services rendus, mais il y a pas de cadeau, en sport, quoi. Mais oui, c'est vrai qu'on parlait de cadeaux et de Jumbo, je vous renvoie, à la période des classiques en début de saison quand, Wout van Aert offre, là on pouvait vraiment pas être cadeau, Gant Wevelgem à la porte. Mmh mh. Là, il y a un cadeau, il y a un homme qui est clairement plus fort, et qui, emmène dans sa roue, son on va dire son lieutenant et puis, au moment de passer la ligne, le laisse passer. Ici, on a quand même eu des attitudes qui allaient pas toujours dans ce sens-là. On a parlé de l'Angliru déjà, bah, l'Angliru, quand Roglic, et Vingegaard lâchent à la pédale Kuss, c'était assez remarquable. C'est-à-dire que nous, on est dans notre divan, j'aime beaucoup faire du vélo, mais j'en ai jamais fait à haut niveau, mais il y avait quand même un truc qui m'a marqué, c'est que l'ensemble de la communauté, cycliste professionnelle, je veux dire, à la retraite, étaient tous choqués. De se dire: «Mais enfin, on n'attaque pas un équipier qui a le maillot, quoi». Mmh. Donc, je veux dire, ça veut dire aussi que s'il y a eu un cadeau, le cadeau, il n'a pas été donné de gaieté de cœur, il n'a Non. pas été donné, il n'a pas été offert sur un plateau, hein. Tu l'as dit Alexis, la clé, c'est cette étape où Kuss va chercher 3 minutes à tout le monde, en fait et donc là, c'est la meilleure chose que Jumbo ait fait sur ce grand tour, sur ce Volta, c'est placer le 3e homme avec 3 minutes d'avance. On savait que Kuss, c'est un gars qui sait grimper. On l'a dit et redit en preview, c'est une Vuelta, hyper montagneuse. Alors, de là à dire qu'il allait gagner, pas forcément. Ça peut arriver. C'était pas attendu, mais ça peut arriver. Mais effectivement, là où ça pose question, et j'ai pas la réponse et personne de toute façon n'a la réponse, c'est arrivé sur le 3e grand tour de la saison et c'est là Ouais. où effectivement c'est compliqué. Tu l'as dit en tout début Damien, moi je suis très content pour Sepp Kuss d'avoir ce Grégario qui gagne un grand tour, c'est magnifique, et c'est très beau pour Jumbo, hein, d'avoir ce triplé à la fois des 3 victoires dans les grands tours, mais à la fois de se tripler sur le podium du dernier. Fantastique, somptueux, mais c'est vrai qu'il y a tellement de questionnements autour de ça que c'est difficile de se réjouir à 100 pour le gaillard qui le mérite sans doute, hein, et enfin pas sans doute, qui le mérite très certainement. On gagne pas un grand tour par hasard, ça c'est une évidence. Donc voilà, c'est vrai que la question aussi, c'est de se dire: «Tiens, c'est peut-être la première fois qu'il fait un classement gé enfin, qu'il essaye un classement général sur un grand tour». Lui qui a toujours été ce gars qui devait emmener son leader aux 2-3 kilomètres du sommet et puis qui lâchait prise, qui terminait peut-être pas en roue libre non plus, mais enfin qui ne se battait pas pour un classement général et qui malgré tout faisait 12-13.
Donc voilà, ce serait intéressant de voir Kuss l'année prochaine s'il confirme en tant que leader. Ce serait intéressant de voir Kuss dans une autre équipe, de voir Roglic dans une autre équipe, de voir Vingegaard dans une autre équipe, voir si une fois qu'on quitte ce cercle Jumbo, les performances vont à la baisse. Et elles le seront forcément, mais là j'empiète déjà un petit peu peut-être sur le débat suivant, où il n'y a rien à faire. Chez Jumbo, tout est meilleur finalement que chez les autres équipes. Et c'est ça qui a fait la différence. Après, pour Ouais. revenir un instant sur Kuss, on a dit 3 grands tours, c'est impossible, il va craquer un moment, etc. Hem, J'avais envie aussi, moi, de poser une question. Est-ce que vous savez combien de jours de course Kuss a couru depuis le début de la saison? Moins que beaucoup des autres prétendants, j'en sais rien, mais j'ai lu passer ça, Ouais, parce qu'il a couru probablement. presque que ça, en fait, donc Beh, je pensais aussi, en regardant, il en est à 77 jours de course depuis le début de la saison. Donc si on enlève les 63 jours de grand tour, qu'il a terminé, ça veut dire qu'il a quand même couru 14 jours en compétition en dehors de ça, ce qui est pas énormissime. Moi, ça peut. Il y a 18 coureurs dans le peloton qui ont couru plus que lui depuis le début de la saison. Il y en a un qui fait top 10 à cette Vuelta. Vous savez qui? Almeida qui fait Non. Honnêtement, je l'aurais pas trouvé, hein. ou Roglic peut-être? Non. Roglic a presque pas couru, Ayuso Bah, a été blessé, donc sûrement pas Ayuso. Mas, il a vite abandonné On sur va le il Tour. va en rester un. Ouais, Vlasov, a vite abandonné sur le Giro et il me semble qu'il a été absent un moment. Il fait son Kian? meilleur il Pas fait son Kian meilleur quand même. tour d'Espagne. Non, non, il fait son meilleur tour d'Espagne Ah, depuis Landa, toujours. oui, Landa, Landa. Mikel Landa. Landa qui a couru Landa a beaucoup 6 jours couru, de c'est vrai. plus. Oui, oui, c'est Ouais, ouais, juste. ouais. Et alors, je sais pas si vous vous rappelez, dans les toutes dernières étapes de montagne, qui est le seul des favoris qui s'est accompagné les Jumbo? Ouais, Oui, ouais, oui, Bah, c'est c'est vrai. Ouais. Landa. Alors du coup, est-ce que peut-être que la réponse, c'est pas de se dire, bah, que ces gars avaient plus de coffres, plus d'un moteur, qui était peut-être pas usé, mais qui était justement, en meilleures conditions? Je sais pas, je vous laisserai, cogiter là-dessus. Mais c'est vrai qu'on n'a pas eu de Roglic. Bah, j'ai pas regardé Vingegaard, mais Roglic était à 60, donc une soixantaine de jours, de course. Pogačar n'est pas à 50 par exemple, hein. Mmh. Donc voilà, on voit un peu la différence. Je ne sais pas si, ça peut donner un élément, il y a eu beaucoup, si on regarde un petit peu les statistiques, il y a eu beaucoup d'autres choses qui sont intéressantes à voir, hein. Il n'y a pas un seul hors délai sur ce Tour d'Espagne, donc ça veut dire que peut-être que le rythme n'était pas aussi franc ou en tout cas que c'était plus homogène que ce qu'on pourrait croire. C'est le grand tour, ces 4 derniers qui étaient courus, en le moins de temps également, le moins de temps passé sur le vélo, donc Mmh. hein, on sait que les étapes étaient courtes. Donc voilà, évidemment, comparaison n'est pas raison, hein, mais si on veut commencer effectivement à aller chercher toutes les statistiques et cetera, on dit toujours ce qu'on veut dire aux chiffres, mais il y a toujours moyen de trouver effectivement des facteurs qui vont pouvoir expliquer finalement que Sepp Kuss pouvait gagner ou a pu gagner ce grand tour. Donc si, on en revient finalement au simple fait humain, bah, je trouve qu'il le mérite et c'est bravo à lui. Mmh. J'ai juste envie de revenir aussi sur l'aspect cadeau. Plus, il y a aussi 3 autres moments où il va chercher à la pédale cette Volta. C'est le chrono premièrement. Bon, il y a l'échappée, bien sûr, ça c'est le premier. Donc il y en a 4. Il y a l'échappée, il y a le chrono, il fait le chrono de sa vie. Il fait à peu près le même temps que Vingegaard. Il y a le Tourmalet, parce que le Tourmalet, Vingegaard prend 1 minute sur tout le monde, mais après c'est Kuss qui va reboucher 30 secondes et s'il bouge pas ces 30 secondes, au final, au classement général, il est derrière Vingegaard et enfin, c'est l'Angliru. Il craque, mais il perd 20 secondes et il sprint comme un malade à la fin, alors que s'il sprinte pas, il se retrouve derrière Vingegaard. C'est Vingegaard qui est en rouge et Vingegaard gagne la Volta parce qu'il aurait attaqué Kuss. Donc Kuss s'est battu pour son rouge. Pas s et ça, c'est pas, ses équipiers qui l'ont aidé, hein. Chrono, Tourmalet et Angliru, c'est tout seul qu'il a été le chercher. En fait, c'est ça. Moi, j'ai un côté, un peu inhumain dans le sens où, si c'est un cadeau, moi j'aime pas, même si je comprends tout à fait, Romain, ce que tu aimes dans le geste et je oui, c'est très bien effectivement, il surtout, c'est pas simplement, un simple équipier, c'est quand même quelqu'un qui a compté, qui a eu son importance dans pas mal de victoires, donc j'entends tout ça. Après, moi, j'ai un truc avec la compétition et tu parlais de Wout van Aert et de Laporte, je vais garder une cohérence par rapport à ce que je vous avais dit à ce moment-là. J'avais pas aimé, voilà. Enfin, j'avais pas aimé. Après, je critique pas parce que chacun est heureux avec, ce comment il agit. Bon, ici, je suis pas sûr que Roglic et Bah, c'est ça Vingegaard aussi. soient vraiment heureux, mais bon, voilà. Donc je critique pas du tout, mais moi, en tant que spectateur, j'ai envie que le meilleur s'impose et je sais pas, alors, c'est intéressant de vous entendre, je sais pas, hein, si, il y avait meilleur que moi, je suis presque sûr que oui. Je suis presque sûr que Vingegaard était au-dessus. Roglic, par contre, j'ai des gros doutes parce qu'on a beaucoup parlé aussi, Roglic, il peut pas. Moi, je crois qu'il était limité. Je pense qu'il a fait ce qu'il a pu, Roglic.
Bon après c'est qu'une sensation, basée sur pas grand chose, hein, juste visuelle, hein. Avec Roglic on sait jamais vraiment en plus donc mais voilà, tout ça pour dire si c'est un cadeau, je suis pas hyper fan. Alors, comme tu disais, hein, Alexis, il s'est battu, il a vraiment fait ce qu'il fallait et quand il craquait pas de beaucoup, donc c'est vraiment pas immérité et c'est pas un scandale absolu de voir Sepkus, au palmarès. C'est pas du tout ce que je veux dire, hein. Je pense que les dirigeants de Jumbo, ils ont mis les choses au clair. Ils ont dit: «Maintenant, vous avez un beau sourire, vous êtes contents, on va faire la fête, on va faire nos petits, nos petites affaires avec le maillot des 3 couleurs là» et tout le monde sourit. Mais avant ça, c'était la soupe à la grimace, hein, donc voilà. Oui et moi je les Il y a une comprends tout à différence. fait. Quand on dit qu'on n'attaque pas, un équipier à maillot rouge, effectivement, c'est vrai. Après on fait parfois des analogies, tu parlais de Froome et Wiggins, oui, sauf que Froome nous a montré qu'il était le plus fort, il a bien fait exprès, il s'est retourné: «Regardez, c'est moi le plus fort», sauf qu'il était toujours qu'équipier. À ce moment-là, son statut, c'était pas Oui, encore oui, un oui, leader. évidemment. Ici, quand tu as Vingegaard qui peut faire un exploit quand même en enchaînant, le Tour et la Vuelta ou un Roglic qui peut faire, on le rappelle, la saison parfaite. Roglic pouvait finir la saison invaincu. Eh ben, moi, je comprends que les 2, même si que c'est leur équipier, même si que leur a apporté beaucoup de choses, eh ben, ils sont leaders, sont des champions dans l'âme. Je lisais dans le livre de Guillaume Martin, alors je sais pas, ça veut pas dire que Guillaume Martin trouve que Vingegaard et Roglic auraient dû attaquer. Attention, j'en sais rien, je suis pas dans la tête de Guillaume, mais il parle de la société du peloton, de l'égoïsme qui est propre à l'homme et de l'envie de gagner soi, bien plus que de voir un équipier gagner. Heu, voilà, je les comprends tout à fait et ça m'a pas du tout choqué qu'ils essayent d'aller le rechercher, même si au final on les a bridés, hein. Ça fait aussi un peu écho à ce qu'on disait en preview de cette Vuelta. On n'avait pas évidemment, pensé que Kuss viendrait se mêler à tout ça, mais rappelez-vous ce qu'on disait: «Tiens, qui de Vingegaard ou de Roglic?» Et on avait quand même ce sentiment qu'à force égale, il y avait là un côté diplomatique qui devait entrer en jeu, avec un Roglic qui s'est fait, «voler» entre guillemets la vedette, depuis 1 an au sein de son équipe, par Vingegaard. Roglic est plus en fin de carrière qu'un Vingegaard. Donc on a bien senti, dans les déclarations qu'il y en avait un qui était un peu plus sincère que l'autre au moment de dire que ce serait chouette que l'autre gagne. Après c'est pas forcément, celui-là qui est resté le plus aux côtés C'est ça. de Kuss. Donc c'est très complexe et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que finalement ce cirque, hein, c'est un peu ça, ce cirque de Jumbo était très intéressant à voir. Finalement, ça n'a pas explosé, en tout cas pas encore, et ce serait intéressant de voir les traces que ça va laisser, et ça, c'est peut-être pas plus mal pour le cyclisme, dans la mesure où il faut voir si ces 3 désormais leaders vont encore cohabiter l'année prochaine et ça, j'en suis pas sûr. On parle de Jumbo, beh, justement, on va lancer un peu, le sujet de la domination de Jumbo. Je pense que ceux qui nous écoutent savent qu'on parle très peu finalement dopage, mais est-ce qu'on peut quand même ne pas se poser de questions? Est-ce qu'on peut alors on peut trouver plein d'éléments, hein, mais est-ce qu'on peut ne pas se poser de questions? Parce que Sepkus, j'entends ce que tu dis Sepkus, pardon, ce que tu dis Romain, effectivement, très bon grimpeur, il l'a déjà montré à de multiples reprises. Et puis maintenant j'entends: «Oui, mais la concurrence», mais non, on va pas reparler de la concurrence. Tout le monde a dit que c'était une grosse concurrence, il y Mmh. avait une start list énorme. À un moment donné, il faut quand même se rappeler de qui il bat. Ayuso, Mas, Landa, Vlasov, Almeida. Enfin, je veux dire, OK, il y en a certains qui sont passés. Almeida a eu un jour sans et cetera. Bon, c'est le lot de tous. Lui, il a réussi à pas avoir de jour sans, donc il bat pas n'importe qui, hein. Il gagne pas une, Vuelta au rabais. Donc voilà, ça rajoute encore. Déjà Jumbo était, bah, fait parler depuis le début de la saison et depuis même avant ça. Et là, avec Sepkus, je pense que je pense pas, on le voit sur les réseaux sociaux, de toute façon, ça ne fait que ça, que parler, dopage. Je sais pas, votre avis là-dessus? Alors je vous demande pas si vous pensez s'ils sont dopés ou pas, je vous demande votre sentiment, global, hein, enfin vous pouvez me dire, hein, si vous pensez qu'ils sont dopés ou pas, mais votre sentiment global sur la chose. Même si vous pensez que ça peut être clean, est-ce que vous arrivez à faire totalement abstraction de la possibilité de dopage chez Jumbo? Voilà, mon sentiment, c'est que ça va dans tous les sens et donc je vais essayer de rester cohérent dans ce que je réponds. Se poser des questions, oui, c'est évident. On doit se poser des questions, mais se poser des questions, ça ne veut pas dire accuser. Moi, Ouais. je déteste, et ça vous le savez, je déteste que, parce que quelqu'un est plus fort qu'un autre, on l'accuse constamment de dopage, alors que ça se trouve, le 12e du général, il est tout aussi dopé, ou que le premier ne l'est pas du tout, enfin bref. Ça, c'est quelque chose que j'aime pas. Maintenant, ce qu'on voit, il faut se poser des questions parce que de un, ils sont 3, que dans l'aspect visuel, ils ont l'air ultra faciles.
que Vingegaard et Kuss, bon là, on en a un petit peu parlé déjà, mais on pouvait s'attendre à ce qu'ils aient, un moment de méforme ou qu'ils ont déjà, voilà, leur pic de forme aurait été passé et aussi parce que les temps d'ascension et les watts par kilo sont assez démentiels. Maintenant, après, moi, j'essaie de me dire que Vingegaard et Roglic soient au-dessus d'Ayuso, Mas, Landa et autres, même s'ils sont très forts, c'est logique. C'est logique qu'ils soient au-dessus. Kuss, on l'a déjà dit, son potentiel en haute montagne, il est monstrueux, et il a gagné 3 minutes sur une échappée. Donc ce sont des aspects qui font un peu réfléchir et qui me font dire: «Beh, en fait, c'est possible». Maintenant, toujours est-il que l'aspect visuel, ça marque. Aussi, le temps qu'ils prennent, heu, il est progressif. Pour moi, il y a eu aucun moment alors oui, j'étais un peu dégoûté parce qu'ils étaient 3 et qu'ils avaient l'air faciles, mais même quand Vingegaard met ses coups de poignard, c'est pas comme sur le Granon où il prend 2 minutes en 1 kilomètre ou, comme, avec Pogačar où en une attaque, ils reprennent 1 minute. C'était progressif, ils prennent 30 secondes par 30 secondes. Donc voilà, ça me fait lever quelques doutes, même si les doutes sont là, c'est clair, je dois le dire. Moi, je pense très peu aux dopages, mais les doutes sont là. Alors je parle pas de PO et tout ça, hein, mais, d'une course aux médicaments, entre guillemets «légal», le voilà, le plus Oui, efficace. oui. Et Je me Jumbo, permets juste i de te voilà, couper, effectivement, mais je te redonne la parole tout de suite, hein, mais ouais, il faut effectivement, quand on dit dopage, savoir ce qu'on appelle dopage. c'est ça. Il y a dopage, produit interdit et il y a dopage, on améliore les capacités comme on peut en étant peut-être borderline, mais en restant C'est c'est plus ça que j'envisage. l'autorisé. Mmh. C'est plus ça que j'envisage et pour moi, il faut tout revoir parce que même là, pour moi, ça ne devrait pas être possible parce que ça crée un décalage entre équipes et même la manière éthique, et sportive, ça devrait pas pouvoir le faire. Autre chose que j'ai envie de dire pour nuancer un petit peu mes doutes qui sont réels, hein, je leur dis, j'ai des doutes, mais pour renuancer mes doutes encore une nouvelle fois, quand je vois les équipiers, Gesink, Walter, Kelderman et Van Baarle, ils ont été super forts, ça c'est clair, hein, ils ont été super forts, mais j'ai déjà vu, à plus de reprises et pas que chez les Jumbo, des équipiers beaucoup plus écœurants que ça. Ils ont été très forts, mais j'ai déjà vu des Christophe faire pire, des Laporte faire pire, des Bjerg et des McNulty faire pire. Enfin bref, donc voilà. Je vous rejoins tout à fait tous les 2. Tu l'as dit, Damien, la première chose, c'est de savoir ce dont on parle quand on parle de dopage. Des questions, oui, je pense qu'on est même au-delà des questions. Il est évident que chez Jumbo, ils ont une avance sur tout le monde dans tout. C'est la meilleure équipe, avec les meilleurs coureurs de grand tour, avec le meilleur matériel, avec les meilleurs nutritionnistes et avec, on a pas tantôt du chrono, on sait que chez eux, la recherche, d'aérodynamisme, en ça et cetera, ils sont à la pointe de la pointe de la pointe. Donc, je veux dire que ce soit, à travers des produits, à travers des dispositifs, à travers un entraînement, je peu importe, ils sont à la pointe et donc s'il y a quelque chose qu'ils ont découvert ou qui se fait dans le cyclisme qui n'est pas encore connu, c'est clair que s'il y a une équipe qui sera, les premiers sur la balle, ce sera eux. C'est vrai qu'il y a une image, qui a fait beaucoup parler, notamment, en France, où Jérôme Pineau est intervenu là-dessus. C'est, le démarrage de Sepke justement, je crois que c'est dans le Tourmalet, mais je ne sais même plus en Tourmalet, fait. ouais. Qui est stoppé par un supporter, qui s'arrête et puis qui relance en 3 coups de pédale et qui fait 12 mètres. Mais, oui, s'il est effectivement que les développements dans ça, il fait 12 mètres en 4 coups de pédale. C'est qu'il tire un beaucoup plus gros développement que ses adversaires directs. Mmh. Mais si on exclut cette image-là qui effectivement est assez particulière, on en a vu beaucoup d'autres, dans plein d'autres courses avec plein d'autres coureurs et plein d'autres équipes. Je pense que la clé aujourd'hui, en tout cas c'est mon ressenti, c'est pas tellement dans la performance sur le vélo, c'est dans la récupération. Et là, Jumbo a certainement quelque chose. Rappelez-vous quand, Ineos enfin, c'était encore Sky à l'époque, quand Sky a commencé à multiplier les victoires des grands tours, ils avaient ces bains gelés, ces bains glacés que personne n'utilisait à ce moment-là. Tout le monde était: «Oh, qu'est-ce qu'ils font?» et cetera. «Ah, c'est grâce à ça» et donc ils ont certainement une technique, qui fonctionne très bien. Je suis pas certain qu'avec cette artiste-là, tu mets tout ça avec un Vuelta une Vuelta à la place du Giro, je suis pas certain qu'on ait le même top 3 parce qu'on est en début de saison et que voilà, les Jumbo ont très bien, on va dire digéré l'ensemble de la saison. Il faudra voir, si, à la reprise, ils sont toujours aussi forts par rapport aux autres ou si leur, domination s'accentue crescendo sur la saison. C'est vrai que c'est très intéressant ce que tu dis parce que comme je disais, quand on reprend leurs performances au jour le jour et qu'on les compare aux Mas, Ayuso et autres, elles sont cohérentes.
Mais ce qui est dingue chez eux, c'est l'absence constante du jour sans. Il y a pas un seul jour sans sur toute la saison, quoi. Et c'est ça qui est le plus impressionnant et donc c'est pour ça que les performances sont cohérentes, mais c'est la récupération qui est la plus impressionnante. On peut parler de cétone, on peut peut-être parler de nutrition. On parlait à un moment de médicaments pour la thyroïde qui permettent de plus manger sans prendre du poids et donc d'avoir une meilleure nutrition, meilleure récupération, plus de glucides et autres. Hem, donc voilà, c'est des prises de médicaments, des produits borderline qui leur permettraient d'avoir une meilleure équipe ou des produits miracles comme Sky à l'époque. Mais c'est pas parce que c'est légal que c'est pour autant éthique ou que ça devrait être permis donc voilà. Pour moi, il faut tout revoir. Ouais et je pense que en fait, une des clés aussi, c'est qu'on le voit avec le allez, la composition des équipes, hein. On a toujours eu, 2-3 équipes supérieures au reste du peloton, mais là, on est vraiment sur, une professionnalisation avec de l'argent et on n'est pas encore, dans le cyclisme comme ce qu'on peut voir dans le foot ou autre, mais où il y a vraiment de plus en plus un écart entre les plus forts et les moins forts. Ce qu'il y avait pas avant dans le cyclisme. Dans le cyclisme, précédemment, même s'il y avait toujours une équipe un peu plus forte, on avait un peu cette idée d'une sorte de ligue fermée, je vais pas dire à l'américaine parce qu'il y a pas de draft et cetera, mais où on avait vraiment ce sentiment que toutes les équipes pouvaient aller chercher, leur moment de gloire, Mmh. se valaient. Là, on a quand même l'impression qu'il y a de plus en plus un big three, un big two, un big four, appelez-le comme vous voulez, un big one plus les autres finalement. Hem et là, effectivement, à partir du moment où je reviens, là-dessus, si tu as, un budget ultra conséquent qui te permet de faire de la recherche, scientifique, médicale, tout ce que tu veux, ou tout simplement d'avoir les meilleurs dans tous les domaines, Mmh. voilà quoi. Il y a pas de secret, il y a pas photo. Le fait qu'on parle plus d'amélioration de la récupération et de la performance, je reviens là-dessus, c'est comme quoi tu ça m'a bien plu ce que tu as dit. Ça expliquerait comment, enfin pourquoi des gars comme Laporte et Van Aert qui sont en soi très forts toute l'année, performent encore plus sur les courses à étapes que sur les courses d'un jour. Mais non, mais justement, moi, j'allais dire, c'est intéressant d'entendre tout ce que vous dites parce que moi, j'arrive pas à me faire une idée. Alors évidemment, si j'ai posé la question, c'est que je peux pas écarter cette idée de dopage interdit, de dopage autorisé, de dopage mécanique, ce que vous voulez, j'en ai aucune idée, en fait. Et à la fois, quand j'entends, des arguments qui nuancent ou qui expliquent même les performances, des Jumbo, je peux être convaincu et à la fois, j'ajoute ça à ça à ça, genre, les étapes que Christophe Laporte nous a fait sur le Tour, c'était quand même incroyable. Le chrono de Vingegaard sur le Tour, on en a parlé. Alors à chaque fois, on peut expliquer. On peut un par un, à chaque fois, on peut expliquer et à chaque fois, je peux être convaincu par les arguments et puis mais à chaque fois, on rajoute ça, Ouais, maintenant on rajoute ça fait Sepkus qui beaucoup. est au-dessus des autres et donc voilà, donc moi je sais jamais où me positionner en fait, avec eux. Alors c'est pour ça que je voulais un peu entendre votre avis et comme on dit, on peut se poser des questions comme Alexis l'a très bien dit, se poser des questions, ça ne veut pas dire, du tout accuser. Après on peut pas non plus, toujours dire: bah, non, il y a pas de dopage dans le cyclisme». Enfin voilà, on je pense qu'on c'est pas du tout notre marque de fabrique, mais là je crois que, c'était quand même, impensable de ne pas en discuter un petit peu. C'est ça. Puisque c'est pas notre marque de fabrique, on va passer à autre chose, Voilà, il y aurait plein de choses à dire sur le dopage mais voilà. Ouais, notre marque de fabrique, c'est notamment, la Belgique et la Belgique sur la Vuelta, c'était un peu Remco. Alors, moi, j'ai pas spécialement envie, mais si vous voulez, je on peut en parler. J'ai pas spécialement envie de parler de la craquante de Remco. Est-ce qu'il peut gagner un grand tour? Ben oui, il peut gagner un grand tour, il en a gagné un l'année passée. Moi, ça m'amuse un peu maintenant, «Ah, Remco, il n'est pas fait pour les grands tours». Ah bon? OK, bon, si on le dit, mais non, moi, ce que j'avais envie de vous demander, c'est après sa craquante, est-ce que vous avez aimé cette Vuelta sa Vuelta? Attention, je précise ma pensée et évidemment que ce que lui a fait, c'était beau, c'était magnifique. C'est pour ça que je vous demande, lui, il a très bien réagi, hein. Il a eu un coup dur, il a très, très bien réagi. Mais est-ce que vous avez pris du plaisir dans cette, 2e partie de Vuelta à Remco? En fait, je vais vous expliquer ma pensée. Pour une fois, je vais parler en premier parce que j'ai pas grand chose à dire, Ouais, mais parce après que je n'ai pas aimé, comment dire? C'est pas le bon mot, je n'ai pas aimé, mais j'ai pas pris de plaisir à voir Remco jouer les super baroudeurs, en fait. Pour mmh, moi, Remco, puisque je l'attends, pour, la gagne d'un grand tour, le voir, si fort, bah, c'est bien, hein, dans les échappées, mais c'est pas comme ça que je le veux. Pourtant, c'est certainement ce qu'il avait de mieux à faire. Mais moi, j'aurais préféré, tant pis, ne perds pas tes 28 minutes, parce que tu pouvais perdre moins, c'est sûr et certain qu'il pouvait perdre moins ce jour-là, hein. Donc, limite la casse, et puis continue. Bats-toi et tant pis, même si c'est pour faire comme Almeida 9e ou moi j'aurais préféré ça parce que je préfère le voir à la pédale sur, des étapes comme, l'Angliru, comme, d'autres choses. Alors je sais, Latib notamment disait ça et il a raison,
c'est plus à la pédale, totalement à la pédale, puisque s'il est largué, qu'il Mmh. attaque, peut-être qu'on va quand même le laisser un petit peu partir dans un final ou quoi, ou qu'est-ce. OK, je sais, c'est pas exactement la même chose. Malgré tout, j'aurais bien aimé le voir avec les meilleurs pour voir, OK, c'était un jour sans et puis l'Angliru. Ah, il est pas bon sur les gros pourcentages ou sur une montée comme l'Angliru, moi je veux voir. Je veux voir en t'économisant et pas en partant tous les jours pour user toutes tes forces voilà, c'est un peu ma déception, même si, je le redis encore une fois, il a bien fait de faire ce qu'il a fait. Ça, c'est vraiment très personnel que j'aurais voulu voir ça, mais il a eu raison de faire ce qu'il a fait, bien plus que ce que je dis, hein. Bah, oui, j'ai adoré cette Volta de Remco. Ce qui est hallucinant, c'est qu'une fois qu'il se dit: «OK, je la joue en baroudeur», c'est lui, non seulement il prend les bonnes échappées, mais c'est presque lui qui l'écrit systématiquement. Il est dans Quand il a décidé de jouer la gagne, il était pour la gagne. Donc ça, on a quand même vu que Remco est un cas spécial dans le peloton, c'est un cas à part. Et c'est vrai que je suis partagé. Il y a cette idée de se dire, il pouvait se tester face à Vingegaard, face à Roglic, face à Schick, face à Tchak. En vue de 2024 et du Tour de France, on ne sait pas. Ici, avant de craquer, il était devant tous ces gars-là, donc ça voudrait dire qu'il serait peut-être un peu plus fort. Mais au final, on n'en sait rien. Et donc ça, c'est pas que j'aime pas, c'est que finalement, il y a une petite frustration de se Mmh. dire, à partir du moment où il a opté pour faire le Tour de France 2024, j'aurais bien aimé, par exemple, le voir à partir du moment où il faisait ses étapes en baroudeur, se dire: «L'Angliru, là, par contre, je le fais en mode je me teste. Je vois jusqu'où je peux aller». Et de nouveau, je rejoins effectivement la Tib, même indépendamment du fait que, bah, tiens, s'il avait attaqué, si. C'est simplement qu'il avait joué les échappées pendant 3 jours avant, donc forcément, il serait arrivé dans des conditions différentes que s'il avait fait la course des favoris. Je trouve que c'est quelqu'un qui a un fort caractère, on le sait, qui est de mauvais perdant, on le sait. Et il l'a dit le soir de sa craquante, il voulait pas redémarrer le lendemain. Et c'est au sein de son équipe où on l'a motivé. Le lendemain, il gagne, et de quelle façon, hein? C'est même d'ailleurs, ça se demandait pourquoi il est cette craquante à ce point. Mais mentalement, il a montré je trouve qu'il a montré que, de nouveau, il a fait d'énormes progrès en 2 ans, et que mentalement, c'était un de ses gros défauts, c'est peut-être devenu une de ses forces. Ouais, moi je vous comprends totalement. D'ailleurs, j'ai même écrit, j'ai même répondu à Thibaut, que je voulais aussi alors peut-être pas toute la Volta, mais au moins l'Angliru, comme tu dis Romain, je voulais qu'il la fasse à la pédale avec les autres. Voilà, je pense que Remco, non seulement il n'a pas besoin de se prouver, parce que qu'il ait tort ou non, il sait ce qu'il vaut, ou en tout cas il pense savoir ce qu'il vaut. Il n'a pas besoin de se dire: «Tiens, je vais me tester face aux autres», il connaît ses chiffres, voilà. Et puis, j'ai envie de dire, il a encore 15 ans pour se tester, avec tous les autres, face aux autres, et que là, c'était peut-être une occasion unique pour lui, peut-être, hein, c'est ce qu'il espère en tout cas, de se faire plaisir, et je suis assez content de l'avoir vu, toucher le fond, mais vraiment toucher le fond avec 28 minutes pour pouvoir après prouver que, c'est un champion. S'il avait perdu que 10 minutes, on l'aurait jamais laissé partir, et peut-être qu'il s'est dit: «En fait, voilà», enfin, je pense pas qu'il se soit dit ça sur le moment même, mais je suis content au final qu'il ait eu l'occasion de se dire, voilà, moi, en fait, je vais montrer que j'ai un caractère, je suis là, je vais faire le showman», et au final, il l'a fait tous les jours, et ça, j'ai pas mal apprécié, ouais. Et puis, faut quand même dire aussi qu'il avait pris 28 minutes. Le lendemain, il regagne 8 minutes, il reprend encore le surlendemain, et en fait, il commençait à devenir dangereux pour Jumbo, Ouais. avec un quart d'heure dans la vue, enfin, c'est hallucinant. Ouais. Vingegaard qui stresse dès qu'il y a Marc Soler qui va dans une échappée, enfin bref, voilà, et je suis Bah, content aussi qu'il ait montré ça, et je voyais déjà les commentaires disant: «Oh, Remco va abandonner demain pour cause de Covid». Ben non, voilà, et il a Ouais, attaqué tous ouais. les jours, il vous a bien embêté, et maintenant vous allez espérer qu'il jouera le général à chaque fois. Ouais, et puis il faut pas oublier aussi que on parle de l'aspect sportif, mais il y a le reste, hein, les sponsors, Mmh. oui, qui jouent et qui sont dit: «Voilà, on a tout changé nos plans en dernière minute pour mettre Remco», il doit assumer. Pas forcément mais assurer, mais assumer. tu as eu le bon mot, hein, quand je disais: «J'aime pas», c'est en fait, c'est le bon mot, c'est frustration. Mmh. Ce n'est que ça, de ne pas avoir vu plus. Mais bien sûr que c'est magnifique ce qu'il a fait et c'est la réaction qu'il devait avoir. C'est facile à dire ça, nous, de notre fauteuil, mais c'est la réaction qu'il devait avoir, oui, oui. Quand Carapace fait ça l'année passée, tout le monde trouve ça magnifique, hein. Bien sûr, Mmh. bien sûr. Et d'un Ouais, autre côté, qui gagne pas, il a perdu aussi, hein. Il a gagné, mais il a aussi perdu, et c'est Oui. chouette. Enfin, je veux dire, c'est chouette, bon, évidemment, on a envie qu'il gagne, mais voilà, Bah, il est surtout humain, qu'il a quoi. perdu le jour où j'ai joué sur lui, donc oui, ça c'est un peu embêtant évidemment. Et puis la S'il avait un dernière peu mieux étape, reconnu le finish, ouais, et la dernière étape, je l'ai pas vue. magnifique.
Je l'ai pas vu, je vous ai dit, j'ai plus regardé la Vuelta, moi j'en pouvais plus de la Vuelta et puis je lis, que des commentaires dithyrambiques sur cette dernière étape et je l'ai pas vu. Après, on a quand même eu notre très, très beau lot de consolation, la Vuelta de Kian. Alors on pouvait l'espérer, on avait dit: «S'il y a un des jeunes qui sera top 10, c'est Kian Ouais. Uijtdebroeks», on l'avait dit. Après, et c'est plus que top 10, je veux dire, on occulte la place, mais on regarde les étapes, comment elles se sont déroulées. Ça. Il a été très régulièrement avec les tout meilleurs. Il a parfois passé les meilleurs. On n'oublie pas qu'il a chuté en plus, donc Mmh. il fait une super Vuelta malgré une chute et il a été Et embêté, il l'a assez dit ouais, pendant à la selle, hein. longtemps, à la selle. Donc je veux dire, à un moment donné, j'ai une question simple. On va vous demander si vous avez aimé, évidemment que vous avez aimé. Est-ce qu'on peut s'emballer? Est-ce qu'on peut attendre maintenant pour Kian? Pour moi, oui, on peut s'emballer parce Oui. que non, mais l'examen pour Kian était moins strict que pour Remco, forcément. Remco, on s'attendait à un podium ou à ce qu'il gagne. Kian, on était content, avec un top 10. Son examen, c'était voir comment il allait gérer les 3 semaines. Résultat, bon, il a eu des problèmes à la selle, il l'a dit, beaucoup trop de fois, mais il a performé sur 3 semaines et l'autre test, c'était, sur les 2 étapes qui lui conviennent le mieux, Tourmalet et Languerou et là, il a été au niveau top mondial. Donc sur ces étapes-là, donc sur les fameux moi, vous savez, je parle souvent des cols de plus de 40-45 minutes. Sur ces cols-là, il prouve alors Damien, je t'ai fait sortir de tes gonds exprès, hein, pour un petit peu t'embêter, mais pour Oui. moi, il prouve qu'il peut déjà concurrencer un Pogacar, sur ces ascensions-là. Par contre, sur des ascensions de 20 minutes et sur un chrono, là, face à un Pogacar, il serait à la rue. Donc là où il est très fort, il est très fort et maintenant il a 20 ans, donc il doit encore progresser, sur les chronos et sur les ascensions les plus courtes. D'ailleurs, c'est là qu'il perd la 7e place face à Vlasov, hein, c'est sur une ascension plus courte et plus raide. Donc mais il a le temps pour progresser ça et quand il arrivera à progresser ça, s'il y arrive, oui, on peut s'emballer, ouais, pour moi, oui. Alexis, s'emballer pour toi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'est-ce qu'on peut espérer en termes de classement, soit sur un retour, soit on prend la référence sur un Tour de France? Bah, écoute, avec lui, soit, on s'attend à avoir un Landa ou autre, ou un tu vois, un gars qui serait, un des meilleurs grimpeurs du monde et qui va nous faire vibrer de temps en temps, désolé aux fans de Landa. Soit, il progresse en effet sur les cols plus courts et là, bah, si c'est le cas, oui, podium sur le Tour un jour, oui, ça c'est sûr. Oui, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. C'était une belle confirmation. C'est pas une surprise, hein, qu'il soit là, mais il y avait ce test des 3 semaines. Il faut pas oublier d'où il vient, hein. Il a quand même fait aussi quelques belles places dans les top 10, notamment en Catalogne, je pense, et peut-être bien en Suisse ou en Romandie, je ne sais Je plus très bien. crois, si je dis pas de bêtises, je Les me vais me 2, hein. tromper, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il fait top 10 de toutes ses courses à étapes. Ouais, ouais, ouais. Oui, ah ben voilà, donc c'est pas par hasard qu'il est là, bien évidemment. On sait que c'est un meilleur grimpeur, par exemple, que Remco Evenepoel au niveau belge. Il est moins bon rouleur, mais précédemment, il était très, très bon rouleur aussi. C'est parce qu'il a «dopé» entre guillemets, son entraînement en haute montagne pour essayer Ouais. justement d'être parmi les meilleurs. Il faudra voir. En tout cas, c'est très confiant et ce qu'il faudra voir aussi, c'est le jour où Bora va décider de mettre une équipe autour de Kian. On sait qu'aujourd'hui, ça avait été annoncé, ça a été dit, depuis des mois et des mois, c'est que Bora faisait une équipe autour de Vlasov Ouais. et Kian avec carte blanche. On l'a d'ailleurs vu de manière assez, rapide quand Nico Denz, permet à Vlasov d'attaquer, qui se fait reprendre finalement, 10 kilomètres plus loin. D'ailleurs, Kian, n'a pas beaucoup goûté cette attaque. Mais enfin, ce serait intéressant de voir effectivement Kian avec, toujours ce côté décontracté, ce côté, «Je suis là pour m'amuser», mais alors, avec une équipe autour de lui, avec, un programme de course où il va peut-être maximiser tout pour un grand tour, ce serait intéressant, oui. Mmh. C'est vrai qu'il fait 8e tout seul, au final. Il fait 8e tout seul et il est le plus jeune derrière, Ayuso qui est Ouais. depuis très longtemps annoncé comme étant, l'ovni, de la génération post-Pogacar, Evenepoel et compagnie. Sur un grand tour qui est peut-être celui qui lui va le moins, au final. Bah, oui, au final, ouais. Donc ouais, moi je suis d'accord avec vous, hein, j'ai rien à rajouter. Je m'emballe, hein, Alexis m'a dit: «On peut s'emballer», moi je m'emballe, c'est parti, hein. En plus je Sur l'adore le le Kian, donc C'est quoi sur le Giro, ou si je me trompe pas, c'est peut-être un grand tour qui lui convient mieux, on n'a pas encore le parcours, mais des ascensions plus longues. Allons, on va chercher le top 5, hein. allez, on en Giro reparlera. 2024. Moi je vais rester dans le belge, mais en fait je vais vous demander si vous avez eu des vrais coups de cœur ou des vraies déceptions, sur cette Vuelta et je dis: «Je vais rester dans le belge» parce que je vais tout de suite vous couper l'herbe sous le pied. Je vais évidemment citer Lennert Van Eetvelt. Alors évidemment, il n'a pas fait, la course tous les jours, donc c'est plus difficile de parler de 3 semaines, mais n'empêche que même sans faire la course tous les jours, il a été régulièrement à l'attaque et qu'en 3e semaine, il était encore à l'attaque.
Et moi, ça me donne confiance pour la suite quand même. Alors évidemment, on parle pas de Keanu de Brooks, hein, ici, en tout cas pas pour l'instant et je sais pas s'il faut s'emballer, mais voir un jeune coureur comme ça pour, sa première saison pro, son premier grand tour, être si souvent à l'offensive, même s'il a pas réussi à mettre au fond et rappelez-vous même sur l'Angliru aussi où là, il fait pas une échappée, il décide, ça va pas assez vite pour lui, il attaque. Bon, il revient vite à la réalité, hein, mais en attendant, il a du culot en plus le gamin, donc voilà, j'ai eu plusieurs coups de cœur, etc. Mais j'avais d'abord envie de parler de Lennart Van Eetveld, puis je vais vous donner la parole et éventuellement, je la reprendrai après. Vu que j'étais un peu méchant avec Landa, je vais mettre Landa parce OK. que, ouais, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi fort et au final, c'est même, le seul. Ayuso, Mas, bon, très bien, mais voilà, Landa, c'est le seul qui a essayé et voilà, son niveau m'a beaucoup plu. Même si bon, Bahreïn a fait le jeu de Jumbo, ça m'énervait un petit peu, mais on n'a qu'à se dire que Bahreïn a roulé comme si Jumbo n'existait pas. Mmh. Ils ont roulé pour la 4e place et ils ont fait ça, ils ont très bien fait ça. Landa a pris ses responsabilités. Voilà, il a prouvé que c'était encore un très, très bon grimpeur et qu'il sera de très grande utilité pour Remco Evenepoel. Mon premier coup de cœur, on va dire Landa. Ouais, Romain? mais juste avant, de citer un coureur, c'est que pour Bahreïn, j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui ont pas compris, mais en même temps, si eux ne le font pas, tout le monde se plaint que personne n'attaque Jumbo. Donc Ouais, voilà, c'est toujours un peu, le jeu, de ces 3, 4, 5, 6e places, enfin ces accessites, qu'on veut protéger, défendre, attaquer. Non, ben pour rester dans le belge, puis, je partirai sur d'autres nationalités après, mais Stef Kras, hein. ouais, bien sûr. Stef Kras, qui a fait, je pense 20e de la Vuelta il y a 2-3 ans avec Lotto, mais John Lang estimait que n'était pas assez bon pour rester, chez Lotto, donc il est parti chez Total Energy avec, beaucoup de chutes, de blessures, vraiment un gars qui a pas de bol. On l'a vu sur le Tour de France, et là il revient, il se reconcentre sur un autre grand tour qui n'était pas son objectif. J'espérais, j'avais un peu peur et finalement il dépasse ses attentes, quoi. 11e, en accompagnant souvent les meilleurs pendant longtemps et quand ils faisaient des cramponnés un peu plus tôt, c'était peut-être un de ceux qui gérait le mieux ses montées donc très, je vais pas dire impressionné, mais en tous les cas, j'ai beaucoup aimé effectivement cette Volta de Stef Kras qui, sans en faire, des tonnes, en tous les cas, on n'en a pas beaucoup, beaucoup parlé, si ce n'est évidemment chez nous en Belgique, apporte aussi une très belle place pour, Total Energy dans la course World Tour, hein. Je vais être un peu dur. Je regrette qu'il n'aille pas plus souvent de l'avant. Je l'ai déjà regretté en début de tour parce que, c'est magnifique ce qu'il fait, mais, je préférais qu'il se projette à un moment donné quand même aussi. Parce que de toute Ouais. façon, en allant de l'avant une fois de temps en temps, ton classement général va faire que monter, hein. Stef Kras, on le laisserait partir, donc en tout cas au début. Après, on défend les top 10 et cetera, on est bien d'accord, mais voilà. Mais globalement, évidemment, très Mais impressionnant, hein, je si vois ce que tu dis, hein. voilà, il loupe le top 10, face à Buitrago, bah, Buitrago a pris une échappée qui lui a permis de reprendre du temps et c'est comme ça Buitrago, lui souffle le top 10. Mmh. Petite parenthèse, projetez-vous, enfin, c'est l'inverse du coup 4 ans en arrière, et dites-vous que, là, 4 ans plus tard, on a Remco Evenepoel, Mmh mh. Kian, Van Milder, Haas, Lorenz de plus, 5 noms capables de faire des top 10 ou presque sur un grand tour. C'est quand même extraordinaire. On en Et était voilà, très, très ouais. loin. Alors moi, j'aurais bien aimé je vais quand même le citer, hein, vous savez bien, je trouve toujours des petits moyens détournés. J'aurais bien aimé citer Kron, mais on va dire que je ne pense qu'elle a un Ah! Destiny. Donc voilà. J'ai cru que tu allais Des sortir un nom de lit. non, mais ça viendra plus tard. Destiny, dans son ensemble, de toute Ouais, façon, c'est vrai. Qui, avait été transparent sur les grands tours l'année passée, à l'exception de la victoire de Thomas de Gendt, à Naples sur le Giro. Bah, ici, on les a vus, ils ont remporté une victoire, ils se sont montrés, il y a eu de l'audace, il y a eu c'était très intéressant à voir aussi. je trouve ça a été quand même, assez magnifique. Mais j'ai quand même envie de parler, parce que malheureusement, c'est nous, en tant que Belges, c'est presque tombé un peu déjà dans l'oubli, mais Lenny Martinez. Ouais. Mmh. Son maillot rouge c'est ça tombe pas du ciel, hein. Ça tombe pas du ciel, Non, non. il a été le chercher, il était bon déjà à la pédale face aux meilleurs, puis là, dans cette échappée, il est costaud, il se bat pour aller le chercher. Pas de bol, il tombe malade derrière, donc lui, si j'étais français, j'aurais une grosse frustration là, pas tellement qu'il ait fini loin, hein, mais ben, merde, qu'est-ce que ça allait donner s'il était pas tombé malade? Une des inconnues, de Lenny Martinez, c'est, les jours sans, où pour l'instant, il a toujours montré de très, très belles choses, mais par à-coups. Mmh. Et là, ça allez, c'est 8-9 premiers jours, remarquable, hein, remarquable et tu l'as dit, le plus jeune. Je pense avoir vu quelque part passer l'info comme quoi c'est le plus jeune porteur de maillot rouge de l'histoire de la Volta. Mais en tout cas,
chouette de voir. On parlait des jeunes au départ. Bah, c'était le plus jeune au départ, si je dis pas de conneries, et porteur du maillot rouge. C'est top, quoi. On a nos deux espoirs qui confirment. Et alors, j'enchaîne en parlant tout de suite, même si on citait qu'un nom de Grégoire, que je peux ni mettre en coup de cœur ni en déception. Je serais trop dur de le mettre en déception parce qu'il a montré 2-3 belles choses. J'étais persuadé que sur sa forme qu'il avait avant, il allait aller nous claquer une étape. Là, je suis un petit peu déçu qu'il ne l'ait pas fait. Ouais, pareil. Lenny aussi, il m'a plu. Romain Grégoire, je l'ai pas trop vu, j'avoue, mais parce qu'il y a certaines étapes que j'ai pas pu voir. Sinon, autre chose que j'ai bien aimé, c'est, Ganna qui essaye. Alors le plateau des sprinteurs était pas le plus fourni, mais il a essayé, il a fait 3 fois 2e, je pense, ou 2 fois. Enfin voilà, mais il a essayé, ça m'a beaucoup plu. Et alors, gros coup de cœur de Grooves qui suit Remco et Ganna sur la dernière étape. Donc évidemment Remco et Ganna qui le font déjà coup de cœur, mais que Grooves suive, ça m'a bien plu aussi. Ouais, je l'ai pas vu cette étape, mais il a plusieurs fois, hein, il a été à l'avant, Groves. Hein. C'est fou, quoi. Enfin, c'est fou. Après, je me rappelle de sa Volta à Limburg. Oui, il attaque, lui. Il est avec Van Gils et Incorn. Enfin, il est avec les Mmh. Lotto, quoi. Et lui, c'est le sprinter, mais il attaque tout le monde et finalement il termine à 2. Donc je suis qu'à moitié surpris, mais c'est chouette. En fait, ils s'entraînent tous l'un à l'autre là, dans la nouvelle génération. Au niveau déception, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué ou pas spécialement? Moi, il y a un coureur, voilà, sans plus y réfléchir, il y a un coureur que j'aurais aimé voir plus que ça, c'est Lascano. Mmh. Lascano, j'attendais quand même, comme je disais avec Grégoire, mais on l'a pas beaucoup vu. On l'a vu un tout petit peu au début. Après, je sais pas s'il était bien, pas bien, s'il devait rester avec Mas ou pas. Globalement, d'ailleurs, petite parenthèse, ça m'agace des équipes comme ça qui restent avec le leader où rien ne se passe et où on a une position figée. Allez, Free, Lascano, si c'était ça le truc, ou Rubio, ou j'en sais rien. Moi, ces mecs-là, j'aurais voulu les voir devant. Enfin bon, voilà. Mais voilà, Lascano, je l'attendais de pied ferme, mais bon, au final, un peu pchit. Ouais, moi je dois dire des déceptions, mais au final, vraiment rien de voilà, ça m'empêche pas de dormir. C'est, peut-être, Geraint Thomas, Max Pool, Ouais. peut-être C'est vrai que Max Almeida Pool, aussi, mais voilà, rien vous de saviez qui Guita était sur la Vuelta? oui, ça aussi. Moi, j'en attendais rien, hein, mais à ce point-là, Bernal aussi, on peut dire, mais bon, est-ce que c'est pas voilà, sur Jour Bernal. C'est triste, c'est je sais ça, pas. ouais. Non, pour les déceptions, peut-être juste une. J'aurais bien aimé citer, entre guillemets, Enric Mas et Ayuso. Ayuso, lui au moins a essayé. Je ne me rappelle pas avoir vu Mas attaquer. Mas qui, rappelez-vous, l'année passée, nous avait dit, avait dit, ouais, je me rends compte que si j'attaque pas, je gagnerai jamais. Alors, depuis le début de la saison, moi, c'est l'impression qu'il me donne. Le mec est là, il a l'air fort. Rappelez-vous, en première semaine de Vuelta, tout le monde disait, ouais, Mas, il a l'air quand même fort. Et en fait, dans les grands moments, quand on commence vraiment à bastonner, il dégage rien, mais rien. Ouais, même dans le Il s Tourmalet, alors non, il suit et c'est enfin dans le voilà, Tourmalet, il me donnait l'impression de pouvoir rejoindre Vingegaard et il se retourne, il attend, alors peut-être qu'il était à bloc, hein, je sais pas, mais je sais pas, roule quoi, te soucie pas des autres, roule. ouais, ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Dans le Tourmalet, c'était un peu flagrant parce qu'il Mais ouais, il part là et tu te dis, bah, je sais pas s'il peut rejoindre Vingegaard ou pas, mais en tout cas, il a pas à attendre les il autres peut quoi. distancer. Voilà, c'est ça. Ouais. Alors, ok, t'as Sepp qui revient dans la roue, je crois, si je me rappelle Ouais, mais bien, que peu c'est pour ça importe, qu'à un moment hein. donné. Mais oui, peu importe, effectivement, on roule avec. Hein, mais il m'a semblé aussi, mais j'ai eu la même Parce que réaction que toi. au final, quand on regarde derrière le trio, Jumbo, les Ayuso, bon, Landa, je suis partagé parce que je m'attendais pas à ce qu'il fasse un aussi bon Tour d'Espagne après un très bon Tour d'Italie et puis lui a essayé et ça a marché par moments dans la mesure où c'était un des seuls à pouvoir suivre, les Jumbo sur la fin. Mais regardez un petit peu, Ayuso, Mas, Vlasov, on peut pas dire qu'ils ont mieux réussi leur tour que Remco, hein. Non, mais par Je contre, Ayuso, vous saviez, moi j'avais des craintes, hein, Ayuso. Et donc, pour moi, au final, je suis très satisfait par sa Vuelta. Ouais, c'est là où je l'attendais aussi. Et parce que voilà, il n'a pas eu une saison facile avec ses problèmes au départ, etc. Donc pour moi, ça confirme quand même qu'on tient un fameux Krakito. Et puis il a Et- essayé, ça n'a pas marché, mais il a essayé. oui, il a du tempérament et tout ça. On réjouit de Mas, le revoir. Vlasov, n'ont pas essayé, ouais. Non. Mais Vlasov, alors c'était pas un Cador à la Bernal, mais on peut aussi se poser la même question que Bernal. Et pourtant, lui n'a pas eu une chute, etc. Mais apparemment, le Covid long pose problème chez lui. J'en sais rien, parce qu'il avait un plafond de verre, mais son plafond de verre, il s'est même abaissé. Là, je me demande ce qu'on peut encore attendre de Vlasov, en fait. Hein. Parce que pour Ouais. moi, la Vuelta, c'est typiquement le grand tour où il doit être le mieux. Ah ouais, ouais. Mais bon, enfin bref. Ok, Romain, enfin vous avez peut-être encore des choses à dire et je vais vous redonner la parole alors, mais Romain, tu l'as dit, tu as parlé d'Arnaud Delis. Moi, j'ai pas regardé la fin de la Vuelta, mais du coup, j'ai regardé Arnaud Delis.
Ça n'a rien à voir avec le débrief de la Vuelta, mais je Ouais, peux pas même faire cet épisode sans parler de la première victoire au World Tour d'Arnaud Delis quand même même. sur un épisode débrief Vuelta, tu arrives à nous parler bah, ceci dit, moi, j'ai Bah, mentionné Van Aert, donc bon, voilà, j'allais voilà. dire, toi, tu arrives toujours à mentionner Van Aert, il est quand même temps que je place Arnaud Delis. Ouais. Non, non, mais alors, ça me fait tellement plaisir pour Arnaud, ça me fait tellement plaisir. Alors, je vais pas me faire que les amis, hein, mais pour Twitter, les mecs, c'est fini. Vous pouvez plus me sortir le truc comme quoi il gagne que des kermesses et qu'il voit personne et qu'au World Tour, il y a un step, etc. Non. Alors maintenant, je sais, on va encore me parler du step des courses encore plus longues, ce qui n'est peut-être pas totalement faux, mais moi, je vous dis que ça viendra sans problème l'année prochaine. Ouais, un C'est bon. ado limite, c'est bon. Et de quelle manière? De sprint de mais par contre, après, ça montre quand même aussi qu'il y a encore des progrès à faire parce qu'il doit jamais Ouais. être, à cet Ah, bien endroit-là au moment sûr, où ça se bien lance, sûr. hein. Mais quel sprint de malade! Incroyable, Le incroyable. taureau de l'Échert, c'est, Ah là, ça, c'est c'était l'image parfaite pour l'illustrer là. tout à fait. OK les amis, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. En fait, ça fait longtemps qu'on parle, je pensais pas que ça Heu, durerait aussi longtemps, mais simplement une chose, vu que tu as parlé de Dely, il oui, y a oui, attends, le excuse-moi de te couper, on sait, hein, que Wout van Aert est, champion gravel, enfin non, qu'il a remporté une course gravel, oui, oui. même pas, non, j'allais dire une bêtise, mais il y a le parcours du Tour de Lombardie qui vient de sortir et moi, si j'étais Wout van Aert, je prolongerais ma saison et Ah, j'irais dessus parce que parce que c'est à sa portée, je pense, cette année. Mais je dis ouais. une bêtise parce que la dernière école est très long. Et Tadej, finalement sera là donc, hein, Ouais, vous vous ouais. rappelez, on avait parlé alors Bien on avait sûr. parlé justement, tout Du vélo dernier truc, d'or. tiens, on avait parlé du vélo d'or, c'est vrai, je j'avais pas prévu de vous en parler, mais du coup, on avait dit la Vuelta va décider, Ah, ben, au final, peut-être Elle est pas. pas Peut-être que oui, parce que certains vont dire c'est Van der Poel, mais pour moi ça c'est pas une évidence comme si un des 2 là, Vingegaard ou Roglic avait remporté la Vuelta et puis finalement Pogačar sera en Lombardie donc, lui aussi peut encore étoffer les choses donc je crois qu'on ouais, aura un débat enflammé en fin de saison. j'y ai pas encore réfléchi, mais peut-être qu'on en parlera dans un épisode, ultérieur. Ah, je pense qu'on devra parce Heu, que il y aura pas d'évidence. Je pense que quoi qu'il arrive, alors certains, diront: «Bah si, hein, c'est sûr, c'est Van der Poel». Certains diront, dont certainement moi, hein, les gars, «Ouais, mais Pogačar quand même, il est sur tous les terrains» et cetera. Ouais, mais les gars, Vingegaard, il a écrasé le Tour et les autres courses à étapes où il était, enfin, je sens que ça va être, hein, pas mal de débats intéressants. Mais voilà, mais d'ici là, on va cogiter en voyant les futurs résultats et je vais vous remercier pour, hein, vos éclaircissements. Je les voulais, je les ai eus. J'espère que ça aura plu aussi à tous ceux qui nous ont écoutés et on se fixe rendez-vous, très prochainement, hein. Notre saison n'est évidemment pas terminée, donc on se retrouve sur le petit plateau en 2023, hein. ouais. bien sûr, bien sûr. Eh bien, à bientôt alors et bonne soirée. Ciao, ciao, Allez, bonne soirée tout le monde. Salut, ciao tout le salut. monde, bonne soirée.